Oui, j'espère que tout le monde m'entend. Je vais être relativement rapide, enfin je vais essayer. Essentiellement, il me semble, ce qui m'intéresse dans Durban, c'est qu'il me semble que ça fait Durban 1 me semble avoir été le lien entre la seconde intifada et le 11 septembre, dans une espèce d'explosion globale qui, au début des années 2000, a créé quelque chose dont on voit le résultat aujourd'hui. Durban, d'une certaine manière, a permis la mise un cadre narratif pour une narration anti-américaine, anti-israélienne et anti-juive, et non seulement un cadre narratif, mais une façon faire fonctionner le langage. Et c'est peut-être ça qu'il y a de plus intéressant. Ça a certainement été le moment où la vision de la mondialisation qu'on avait dans les années 90, c'est-à-dire en gros la possibilité du droit d'ingérence, la construction des nations dans une optique qui était, on n'appelait pas ça la construction des nations, on appelait ça l'aide aux nations, mais c'était vraiment dans une perspective qui était la mondialisation pacifique libérale, dont on voyait l'un des exemples possibles dans le processus d'Oslo. C'est ce moment-là qui a explosé au début des années 2000 et on en voit la conclusion aujourd'hui, 20 ans après, pour l'anniversaire du 11 septembre et pour l'anniversaire de Durban avec le chaos de Kaboul. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'arc narratif, si on peut dire, Kaboul étant l'apothéose de quelque chose qui commence au début des années 2000. C'est vraiment le moment où on assiste maintenant à la ruine de ce qui s'était mis en place vraiment, non pas juste du nation building, mais de la rhétorique des années 90. C'est-à-dire l'idée qu'il pouvait y avoir qu'un seul monde. C'est intéressant d'essayer de replonger dans l'origine de Durban, ce que ça devait être. En 1997, les Nations Unies c'est cette année-là que les Nations Unies ont essayé de poser les bases de ce qui serait une conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance. Tom Lantos, qui était un juif hongrois dont les parents avaient été déportés, qui avait résisté en Hongrie dans le réseau de Raoul Wallenberg, était devenu ensuite américain et représentant de la Californie, libéral, démocrate, était membre de la commission américaine, de la délégation américaine à Durban. Et en 2002, il a donné un compte-rendu de la manière dont Durban s'est préparé, qui est très intéressant à lire, à l'American Jewish Committee. Il explique, entre autres choses, qu'un des buts d'Urban, ce n'était pas seulement discuter l'héritage de l'esclavage, discuter et tenter d'opérer une réconciliation historique autour de la question de l'esclavage, discuter des manifestations de racisme contre les travailleurs immigrés en Europe occidentale et dans le Moyen-Orient, mais c'était aussi enquêter sur la prolifération des sites de haine sur le World Wide Web naissant. C'est très intéressant parce que, en quelque sorte, Durban a été hijacké, si on peut dire, détourné exactement par ce contre quoi Durban était censé se battre, c'est-à-dire la haine en question. À l'époque, il faut se souvenir que le web n'existait pratiquement pas. Lantos met l'accent sur la façon dont les Américains en particulier étaient censés s'investir dans la préparation de Durban. C'était la mail de Bill Clinton, évidemment. Et il écrit que Clinton avait créé une commission spéciale qui devrait être chargée de s'investir dans la préparation de Durban avec les Nations Unies et que les États-Unis étaient censés apporter une contribution particulièrement riche au dialogue global sur la race, en raison de l'expérience nationale du pays, en particulier dans son combat contre l'héritage racial, de manière à créer, écrit Lantos, une société multiraciale et multiethnique mondiale. Il est évident que ce type de discours faisait partie du discours des années 90. C'est-à-dire qu'on aurait, le 21e siècle serait le siècle de la mondialisation réussie, et que le soft power américain et les vérités self-évidentes, si on peut dire, du village global ne feraient plus qu'une sous la houlette des médias internationaux. Ce qui s'est passé
c'est que sous cette couverture de mondialisation, sous ce dialogue qui essayait de se créer, il y avait des courants souterrains qui étaient en train de ressurgir. Yann Agrechpoun a montré très bien tout à l'heure, je trouvais ça fascinant, tout ce qui s'est passé pendant la guerre froide sous la chape de plomb communiste dans le tiers-monde et en particulier autour de l'OLP. Mais la particularité de ce qui s'est passé pendant la guerre froide, c'est que ces discours de haine étaient manipulés et d'une certaine manière contrôlés par le cadre de la guerre froide. Et mon hypothèse, c'est que ce qui s'est passé à partir des années 90, quand l'URSS a disparu, ces discours ont été d'une certaine manière libérés. Il y a une série de narrations qui se sont mises en place en Europe de l'Ouest, en Europe de l'Est et dans les pays musulmans. Et la haine que ces discours charriaient n'a plus connu le frein, n'a plus été encadrée par la géopolitique de la guerre froide, ce qui a permis un développement considérable que personne n'a vraiment vu à l'époque. Et ça partait vraiment dans tous les sens. Alors, Yann Agrechpoun a montré, et René Frégosi ont montré ce qui se passait à gauche, mais on peut aussi montrer ce qui se passait un peu à l'extrême droite. Et la mention de Gilles Munier tout à l'heure est très intéressante à ce niveau. Il faut se souvenir que dès 90, quelqu'un comme Alexandre Douguine vient en Europe de l'Ouest. Et qui est-ce qu'il rencontre ? Il rencontre l'ancien responsable des Amis du Grand Reich, Jean-François Thiriard, dont Gilles Munier était un proche. Il est des fondateurs dans les années 60 de Jeune Europe, dont Gilles Munier faisait partie, et dont sera issu le premier combattant pro-palestinien venu d'Europe, qui mourra les armes à la main au Moyen-Orient en 67 ou 68. Douguine a également rencontré Claudio Muti, qui était lié au groupe italien néofasciste Ordine e Negro et qui avait supervisé dans les années 70 une édition italienne du protocole des sages de Sion, qui s'était converti à l'islam en 85 sous le nom de Omar Amin, qui était le nom musulman du SS Johann von Leers, qui était l'un des propagandistes antisémites les plus virulents du Troisième Reich, qui s'était converti en Égypte dans les années 50, qui était devenu conseiller de Nasser pour les affaires sionistes. Et le troisième et le plus influent des correspondants d'Alexandre Douguine en France est évidemment Alain de Benoît, puisque Douguine, revenu en Russie, avant de devenir un des conseillers plus ou moins officieux et intermittents de Poutine, créera à Moscou la revue Élémenti, qui sera décalquée de la revue d'Alain de Benoît, Élément. Et il faut lire ce qu'écrivait Alain de Benoît dans les années 80. Je vais le citer juste un extrait. De part et d'autre de la Méditerranée, écrit Alain de Benoît dans Éléments, en dépit même de ce qu'ils distinguent, l'Europe et le monde arabe se trouvent dans une situation comparable. Ils ont à faire leur unité, à se dégager de l'étreinte des deux superpuissances, à maintenir leur identité en accédant à une modernité qui ne consisterait pas à s'absorber dans celle des autres. Le ferment qui bouillonne aujourd'hui dans le monde arabe annonce sans doute ce qui sera le fait majeur de cette fin de siècle, la revendication des identités populaires collectives contre les systèmes dominants qui les détruisent. C'est pourquoi le réveil de l'islam n'est pas à nos yeux une menace, mais bien plutôt un espoir. Alain de Benoît allait soutenir le fils, comme il a soutenu l'Iran, de même qu'Alexandre Douguine a soutenu et soutient l'Iran et est aujourd'hui un des inspirateurs de la politique de rapprochement de l'Union soviétique avec l'Iran et avec la Turquie. Donc, on voit, tout ça pour dire que c'est dans les années 90 que s'esquisse une série de discours qui vont finir par converger à partir des années 2000 autour d'une cible précise qui est au-delà d'Israël, au-delà des Juifs, au-delà de l'Amérique et à travers les Juifs, à travers Israël et à travers l'Amérique, ce qu'on appelle la modernité, qui est assimilée à la dégénérescence, à la démocratie des homosexuels, comme diront les Algériens du FIS dans les années 90, à la décadence de l'Occident, comme disent les Russes et les militants d'extrême droite. Alors, Durban, selon moi, est le moment où, évidemment, on n'a pas de militants d'extrême droite à Durban, mais on a le moment où cette narration se donne libre cours et de manière pulsionnelle, en quelque sorte. Alors, on sait tous ce qui s'y est passé, mais ça vaut le coup de s'arrêter un moment sur la manière dont ça s'y est passé, parce qu'il y a deux Durban. Il y a le Durban des ONG, et puis il y a la conférence intergouvernementale. Et la manière dont les discours circulent de l'un à l'autre
pour moi, est une des clés de ce qui se passe après. C'est dans le Durban des ONG que le pire arrive. C'est là qu'on voit des slogans un juif, une balle, Kill the Jews, Free Palestine. C'est là qu'il y a le portrait d'Hitler, une photo d'Hitler avec en légende si j'avais gagné, il n'y aurait pas eu d'Israël, il n'y aurait pas eu de sang palestinien versé, etc. Dans la conférence intergouvernementale, rien de tout ça n'existe, évidemment. Non seulement rien de tout ça n'existe, mais les protestations qui sont faites contre ce qui se passe à la conférence des ONG sont prises en compte. Et c'est comme ça qu'on arrive aux résolutions finales de Durban 1, qui sont, quand on les lit, relativement acceptables, quand on les lit en gros. On n'y trouve rien de l'agite-prop délirant et des manifestations de haine qu'on trouve dans le Durban des ONG. Et il me semble que c'est une des caractéristiques les plus bizarres et les plus intéressantes quant à ce qui arrive au langage politique à ce moment-là. C'est-à-dire que les efforts des délégations des pays occidentaux vont permettre de nettoyer les résolutions finales adoptées par l'Assemblée, si bien que les conférences peuvent apparaître aux yeux du grand public comme des réunions internationales vertueuses mobilisées contre le racisme. C'est particulièrement le cas de Durban 2, alors même que Durban 2 est complètement manipulé par Mahmoud Ahmadinejad en 2009, qui est devenu entre-temps président de la République islamique. La Libye a pris la présidence de la conférence dès 2007, le Pakistan y siège comme porte-parole de l'OCI, et l'Iran occupe la vice-présidence, mais c'est Ahmadinejad qui joue le rôle de star, en quelque sorte, à Durban 2. Et c'est aussi sous la pression de l'OCI que pour la première fois à Durban 2, les thèmes de la diffamation des religions, puis de la notion de stéréotypes négatifs de religion et de l'équivalence entre critique des religions et racisme est formulé explicitement à ce moment-là. Et c'est 2009, c'est une année, pour nous, Français en particulier, c'est une année assez charnière, parce que c'est en France que Anna Soral et Dieudonné montent la liste antisioniste financée par l'Iran dans la campagne des européennes. Et c'est à partir de 2009 que que le théâtre de la Main-d'Or devient l'épicentre de l'antisémitisme en France. Et la propagande qui se développe à partir de là, on sait à quoi elle aboutira, puisque 3 ans plus tard, c'est Mohamed Merah et Toulouse. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc Durban 2 n'est pas seulement la continuation de Durban 1, c'est aussi la radicalisation de Durban 2, mais c'est une radicalisation que les résolutions finales et qui sont acceptées par la communauté internationale permettent de passer en quelque sorte sous silence, permettent de nettoyer. C'est-à-dire que, par exemple, on a Bernard Kouchner, à l'époque ministre des Affaires étrangères, se réjouit de la résolution finale de Durban 2 qui marque, selon lui, l'échec de tous ceux qui ont tenté d'instrumentaliser la conférence. Il est évident que ce n'est pas le cas, mais c'est le cas si on se limite à regarder ce qui se passe dans la conférence internationale et dans le résultat final. Évidemment, non seulement ce n'est pas le cas, mais c'est le contraire. C'est-à-dire que la résolution finale sert, au bout du compte, à masquer ce qui s'est réellement produit. Et là, on a un exemple de, à mon avis, ce qui est une des plaies du discours politique. Ça ne date pas du début des années 2000, mais il me semble qu'à partir des années 2000, on a gagné en intensité sur ce plan, si je puis dire. Le langage politique officiel n'est pas seulement vidé de sa substance et miné de l'intérieur, il sert de dénégation à ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus une déconnexion entre le discours et ce qui se passe, dont on peut faire remonter l'origine, pas seulement à Durban, évidemment, mais à ce qui se passe au début des années 2000, c'est-à-dire entre le moment où les tours du World Trade Center, les images du World Trade Center en train de s'écrouler sont diffusées sur l'Internet naissant avec des commentaires qui mettent en doute ce qu'on est en train de regarder, et le moment aussi où les États-Unis sont pris en train de mentir sur des armes de destruction massive, et où, en gros, la confiance dans la confiance dans une vérité commune susceptible d'être identifiée par le langage collectif disparaît. À partir de là, le langage politique, qui a toujours été un mensonge de toute façon, devient autre chose qu'un mensonge, il devient complètement déconnecté du réel. Et Durban n'est pas seulement de ce point de vue une école de la haine, c'est aussi une école de la dissociation du langage et de la pulsion.
Et il me semble là qu'il y a quelque chose de plus, enfin, de très moderne, si je puis dire, pour la suite. Je vais m'arrêter là, parce que je pense que je crois qu'il y a un lien entre la haine antisémite telle qu'on la voit aujourd'hui et on est plus que dans le négationnisme, on est vraiment dans la dénégation de ce qui se passe au moment où ça se passe par le langage qui est censé le montrer. C'est à ça qu'on assiste, pas seulement vis-à-vis de l'antisémitisme, on assiste à ça sur un nombre de sujets absolument considérables. On est entré dans une ère de la dénégation constante de ce qu'on dit et de ce qu'on fait.